Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Euh, Merci aussi aux collègues qui sont derrière en back-office pour répondre aux questions et puis se faire le relais des questions. Mm. Donc vous avez vu, hein, donc c'est un format webinaire, donc avec la possibilité d'interagir un peu de manière limitée, mais bon, il y a toujours cette interface là qui s'appelle discussion qui vous permet de poser vos questions. Et donc on a une de nos collègues, Zélie, merci Zélie, qui se fait le relais de vos questions. Euh, on va tout d'abord remercier nos invités, Madame Elgui, Madame Pichard. On aura un temps du coup dédié vraiment sur vos témoignages et retours d'expérience, mais peut-être du coup, je vous laisse vous présenter en 3, 4, 5 mots. Je vais faire le maître de la Oui, parole, du qui coup, donc commence. je vous désigne Madame Elgui. Donc oui, je veux bien commencer par me présenter. Donc je suis Catherine Elgui, je travaille à l'AFPA, à la direction de l'ingénierie et de l'innovation, donc au niveau national, et je dirige la direction de l'ingénierie de parcours et de l'accompagnement. Ok, merci d'être présente. Je vous en prie. Madame Pichard. Oui, donc moi je suis Magali Pichard, je suis conseillère chargée de la qualité au CNAM Bretagne. Donc moi je suis basée au siège du CNAM Bretagne, du Conservatoire national des arts et métiers à Saint-Brieuc, Ploufragan en fait. Un peu fragant. Ok, super, merci. Merci d'être là aussi. Oui. Sandra, du coup, je te laisse peut-être rapidement. Tout le Vous monde te connaît, présenter? mais Oui. Donc, alors, Transition Pro Bretagne, donc on est deux aujourd'hui dans ce webinaire, donc Karim Gemal et moi-même, référents parcours de formation. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, du coup, on va pouvoir avancer après. ok. Rapidement, du coup, l'objectif de ce webinaire, on le replace un peu dans le contexte parce que pourquoi en ce moment, en fait, pourquoi on a pensé à ce webinaire aujourd'hui? Parce que notre outil, notre plateforme Athénet, que vous connaissez plus ou moins tous, on va dire plus maintenant parce que voilà, ça fait déjà quelques mois que vous l'utilisez. Euh, Notre plateforme, du coup, a mis en place un outil aujourd'hui qui s'appelle un outil de positionnement, en fait, hein, pour faire une synthèse, qui permet de travailler sur ce sujet-là, en fait, qui nous questionne depuis voilà, plus longtemps, même avant l'existence de Transition Pro-Bretagne. C'était aussi un sujet qui questionnait le FONGECIF. Donc, voilà, c'est quelque chose qui questionne depuis longtemps, un sujet sur lequel on a du mal un peu à avancer parce que voilà, on n'est pas non plus des experts en fait de l'ingénierie de formation. Donc, il nous semblait intéressant de profiter de cette opportunité-là pour échanger autour du sujet. Et puis, on s'était dit que, en réfléchissant avec Sandra, qu'il était intéressant de faire témoigner des professionnels voilà, qui travaillent autour de ces sujets-là tous les jours. Et donc, merci à nos témoins aujourd'hui d'être présents pour apporter un peu leur retour d'expérience. Rapidement, on passe sur un côté un peu définition et puis ensuite, on va s'attaquer plutôt au retour un peu voilà, d'expérience des professionnels. Après, on va vous présenter quelques réflexions autour de la mise en œuvre du positionnement, sur la construction également d'un outil d'autopositionnement, et on vous présentera rapidement après l'outil qui est proposé par la plateforme Athénet. Sur la définition, je te laisse la main, Sandra. Oui. Alors, donc il y a plusieurs définitions, hein. On l'a abordé d'abord du point de vue pédagogique, hein. L'objectif du positionnement étant de permettre et de connaître le point de départ du candidat et d'adapter l'action de formation, hein, par rapport à son profil, donc en termes de contenu et de durée, selon l'expérience, les formations suivies. La durée et le contenu pourront être aménagés afin d'assurer une individualisation du parcours, hein, avec une organisation et des modalités pédagogiques qui peuvent être différentes selon le profil de l'individu. Il y a 3 modalités qui pourront être envisagées.
Donc, le présentiel que l'on connaît majoritairement, hein, et la FOAD qui se développe quand même très massivement, notamment avec le contexte Covid qui a un petit peu aussi, je dirais, fait avancer les choses à marche forcée, formation ouverte et à distance, et puis moins fréquemment utiliser la formation en situation de travail, en tout cas dans nos domaines à nous, la formation continue pour adultes. Donc, c'est aussi permettre un accès à la validation, hein, donc, si la validation visait une certification du RNCP, la VAE peut être mobilisée pour valider une partie de la certification. Et donc, la VAE pourra donc permettre de valider soit la totalité ou une partie de la certification visée. Si la VAE envisagée est partielle, excusez-moi, je lis, mais la formation sera alors organisée pour acquérir le reste des compétences et par conséquent de la certification. Donc voilà, c'est les objectifs au niveau du point de vue pédagogique par rapport au positionnement. Ensuite, en termes de définition autre. Après, mince, pardon, excusez-moi. Voilà. D'un point de vue réglementaire, le PTP, donc ça ne vous a pas échappé, depuis l'entrée en vigueur du PTP en 2019, il y a cette fameuse action de positionnement en fait, qui a été mise dans les textes. Alors du coup, là, j'ai fait carrément la copie du Code du travail. Vous voyez, un demande de prise en charge d'un projet de transition intervient après la réalisation d'une action de positionnement. Donc, c'est bien marqué dans les textes. Par contre, ça ne définit pas vraiment ce que c'est, en fait. Et c'est vrai que ça pose question, en fait, parce qu'on nous dit bien que ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une action de formation, ce n'est pas quelque chose qui peut être facturé, qui peut faire l'objet du coup d'une prise en charge spécifique en fait. Donc vraiment, ça fait partie du parcours un peu obligatoire. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple du coup de lire entre les lignes de ces textes-là, sachant qu'en plus, voilà, en parallèle, voilà, il y a d'autres dans l'environnement un peu de la formation. Et Datadoc également, en fait, il y avait un indicateur, le 1.4, qui consistait à décrire les procédures de positionnement avant une entrée en formation et une évaluation à la sortie. Et dans Calliope, également, 2 indicateurs, en fait, qui tournent autour de ce sujet du positionnement. En fait. Mais c'est vrai que tous ces indicateurs-là, en fait, aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet de mesurer un peu ce qui est mis en œuvre pour pouvoir traiter en fait, de ce sujet-là, de positionnement avant entrée en formation. Mais il y a peu de définitions sur comment le mettre en œuvre, comment le déployer. Et c'est là où on se disait que c'était riche, vu qu'on côtoie plein d'organismes voilà, brillants. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de mobiliser, pas tous les mobiliser, là, on en a choisi 2 qui, selon nous, voilà, ont des démarches alors, tout à fait différentes, mais qui ont le mérite du coup de pouvoir faire office, alors, je ne vais pas dire d'exemple du coup, mais au moins de modèles intéressants pour s'imprégner de leur expérience. En résumé, l'action de positionnement, du coup, elle permet de formaliser, du coup, Le bilan, le positionnement, ouais. le bilan de position, pardon, oui. Le bilan de position permet de formaliser, du coup, en amont de l'action de formation, en fait, voilà, le parcours individualisé. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui est important, en fait, parce que ça, bien sûr, ça participe, hein, dans le contexte dans lequel on vit, à l'optimisation des fonds, bien sûr, parce que quand on dit individualisation, forcément, ça a une incidence sur les coûts, sur la durée. Donc, vous savez que nous, quand on a une prise en charge sur un projet de transition professionnelle, forcément, il y a un impact important, en fait, du coût qui est lié au salaire. Donc, une réduction voilà, de 5-10% du temps de formation, ça a un impact considérable sur le montant de prise en charge. Donc, et aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément vrai peut-être au début du dispositif, aujourd'hui, il y a un regard vraiment appuyé en fait, sur le positionnement et sur cette fameuse synthèse qui peut, quand il y a
des questionnements, voilà, peut entraîner un refus en fait, de la part de la commission quand il y a des incohérences et quand il nous semble que le positionnement est, où il n'y a pas d'individualisation alors qu'il pourrait y en avoir une. Donc d'où la question de savoir un peu comment on réfléchit à la démarche et puis comment on le formalise derrière sur cette fameuse synthèse. Alors, je vous propose maintenant un temps d'échange avec nos deux témoins. Alors, peut-être pour faciliter un peu la clarté, on va faire d'abord un témoignage et ensuite l'autre, pour essayer de ne pas trop croiser les réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse un peu sous forme d'échange, un peu forme question, un peu réponse, interview. Bien sûr, si vous avez des questions, on gardera un temps en fait, à la fin des échanges pour permettre aux personnes de répondre. Alors, dans le sens, je ne sais pas si on le fait dans le sens de la diapo, si on le fait dans l'ordre alphabétique, si on le fait... c'est un peu arbitraire, en fait. Du coup, Oui, on va voilà, le faire il va falloir choisir. dans le sens de la diapo. Je vous propose, Madame Pichard, de commencer. Bien sûr. Du coup, ça fonctionne pour vous le son, c'est bon, très bien. Oui, oui, je vous entends bien. Super. Peut-être en quelques mots, voilà, si vous pouvez représenter, même si on connaît un peu tous quand même le CNAM, mais rapidement dire voilà, avec qui vous travaillez, peut-être déjà en fait, qui sont les personnes qui travaillent avec le CNAM sur les parcours de formation. Alors, le CNAM, donc c'est le... Je ne sais pas si on parle de clients ou si on parle d'utilisateurs, de bénéficiaires. Voilà. Ouais, alors chez nous, historiquement, ce qu'on pourrait appeler des clients sont appelés des auditeurs. Historiquement, c'est lié au fait qu'à l'origine du CNAM, l'abbé Grégoire, qui est le fondateur du CNAM, proposait des cours à destination des ouvriers en fait, ou des salariés pour leur démontrer l'utilisation des machines et des nouvelles technologies qui arrivaient, c'était le début de l'ère industrielle, et donc voilà, ils venaient écouter, donc c'était des auditeurs et c'est resté comme ça. Donc voilà, c'est des auditeurs. Donc le conservatoire des arts et métiers, comme je disais, c'est une vieille maison. La maison mère, elle est basée à Paris et elle est déployée en région, dans des centres régionaux, au nombre de 29. On a la particularité, en fait, historiquement, comme je le disais, de s'adresser surtout à des salariés, puisqu'on dispense majoritairement des cours hors temps de travail. Donc, au départ, beaucoup des cours du soir, et puis aujourd'hui, principalement de la formation à distance, qui est complétée par des cours en présentiel qui peuvent avoir lieu le soir ou le week-end. Et comme tout le monde, aussi le déploiement de plus en plus de parcours en alternance. En proportion sur les cours hors temps de travail, on est à peu près à 70% d'auditeurs qui sont en emploi aujourd'hui, pour vous situer un petit peu le type de public. Le fonctionnement, c'est que les centres régionaux déploient l'offre de formation qui est certifiée par le CNAM national. Donc, ça peut être des titres RNCP, ça peut être des parcours de l'enseignement supérieur, LMD, puisque tous nos parcours, j'ai oublié de le préciser, mais on dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, donc tous nos parcours sont de niveau post-bac. Et donc, on va avoir des titres RNCP, des parcours licence, master, doctorat, des parcours d'ingénieur également, des titres ingénieurs, et puis des certifications d'établissement. Voilà. Tous nos parcours sont découpés en unités d'enseignement qui peuvent en fait être choisis aussi à la carte. Donc, on peut s'inscrire sur un parcours long et avoir pour objectif d'obtenir un diplôme. Et puis, on peut aussi choisir simplement une unité d'enseignement pour compléter son parcours professionnel, se spécialiser, se mettre à jour, acquérir des compétences complémentaires, s'adapter au marché de l'emploi. Donc, voilà, pour présenter globalement le fonctionnement. Okay.
Ça veut dire que si on met un peu dans la perspective du coup de la réforme, en fait, là, avec et aussi tout ce qui a eu comme évolution un peu des certifications avec le découpage en blocs, pour vous, en fait, ça n'a pas eu forcément beaucoup de. Alors, ça n'a pas eu le même impact du coup que d'autres organismes qui faisaient plutôt des formations longues. Vous étiez déjà en fait sur cette. Oui, même si ça nous a obligés à repenser en fait quand même l'ingénierie de nos parcours, puisqu'on a dû, nos enseignants responsables au niveau national, en fait, ont travaillé sur le découpage de nos enseignements en blocs de compétences, de nos diplômes en blocs de compétences, pour proposer un produit qui soit, qui réponde au cahier des charges du bloc de CPF compétences, compatible en fait aussi, c'est-à-dire quoi. voilà, CPF compatible, qui est vraiment une visée métier, opérationnel, un produit en soi. Donc, on a été obligé quand même de sortir un peu du schéma de l'unité d'enseignement qui était notre schéma de référence. Donc, voilà, c'est le travail qu'on mène aujourd'hui pour répondre à ces nouveaux formats. D'accord. Ok. Ça veut dire que du coup, vous avez sur les certifications CNAM, vous avez réfléchi aussi peut-être un référentiel de positionnement, quelque chose comme ça, un petit peu pour savoir sur un auditeur, quand il vient vous rencontrer pour la première fois, voilà, comment le situer en fait par rapport à son niveau de connaissance, d'expérience. Fait. Alors, ça, en fait, c'était déjà historiquement fait. C'est un peu l'avantage d'être une vieille maison, c'est qu'il y a vraiment un travail au départ sur les référentiels avec des prérequis qui sont affichés clairement, à la fois au format de l'unité d'enseignement, mais aussi au format du diplôme. Et maintenant, au format du bloc de compétences. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance quel type de formation, quel type d'expérience, quel type de parcours il faut avoir fait avant pour pouvoir se positionner sur l'offre de formation qui intéresse. Donc ça, c'est l'outil de base pour tous nos conseillers et tous les premiers interlocuteurs en fait, d'un auditeur qui se présente au CNAM, c'est qu'on va avoir un référentiel, une base de l'offre accessible pour tous nos conseillers dans les centres, où on va pouvoir retrouver quels prérequis sont utiles pour pouvoir suivre un parcours de formation. Et en complément de ça, on va avoir des outils qui vont permettre en plus de réfléchir à comment on peut valoriser ce qui a déjà été suivi par l'auditeur précédemment. C'est l'AVES, la validation d'études supérieures, la VAP, la validation des acquis personnels et professionnels, et éventuellement la VAE selon les parcours. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà utilisées depuis longtemps au CNAM et qu'on adapte maintenant encore plus avec les formats blocs, bien sûr, et avec les nouvelles exigences, ou les exigences plus importantes, plus accrues, on va dire, des financeurs. Ok. Ça veut dire que les conseillers formation, c'est comme ça qu'ils s'appellent au Oui. CNAM, hein, Oui. sont formés et sensibilisés à comment justement évaluer les aptitudes, compétences, expériences de. Tout à fait, oui, on a cette base de l'offre, en fait, c'est-à-dire le référentiel à disposition qui permet vraiment d'avoir les informations sur les prérequis utiles et sur les dispositifs de VES, les validations d'études supérieures. Le conseiller, il va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de jurisprudences qui sont déjà établies, c'est-à-dire on a les responsables nationaux au niveau du CNAM national, ils ont pour partie écrit, en fait, rédigé et puis posé comme règle le fait que tel ou tel diplôme permette de raccourcir tel ou tel parcours, d'éviter certaines unités d'enseignement ou de valider l'unité d'enseignement par VES. Ça va permettre aussi de s'adapter au cas par cas, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qui a pu être rédigé, on a la possibilité de faire une demande spécifique, c'est-à-dire que si un auditeur par exemple, s'inscrit sur un parcours en gestion et que dans ce parcours-là, il y a de la comptabilité, mais qu'il a déjà fait de la comptabilité précédemment dans son parcours, eh bien, il va pouvoir rédiger un dossier, un formulaire type, et ce dossier va être présenté au responsable national qui va statuer, en fait, et qui va dire, effectivement, au regard de ce que la personne a déjà suivi précédemment, on va la dispenser de telle ou telle unité d'enseignement et donc raccourcir son parcours. D'accord. Et dans le point de vue, parce que c'est vrai que ça, c'est souvent une réduction du parcours, c'est vrai qu'on pourrait
entendre l'argument, c'est un souci de financeur, en fait. Mais est-ce que c'est sur le profil, en fait, d'auditeurs qui viennent vous rencontrer, est-ce que c'est que un argument, enfin, une question de financeur ou c'est aussi une question de bénéficiaire? Non, c'est même la base, c'est plutôt la question du bénéficiaire pour nous, parce que on est principalement sur des personnes qui viennent de leur initiative individuelle, qui s'inscrivent en plus sur un parcours qui va avoir lieu hors temps de travail, donc qu'ils suivent soit en parallèle à une activité professionnelle ou parallèlement à une recherche d'emploi qui, en général, est une recherche d'emploi active et qui prend déjà beaucoup de temps. Donc, alléger le parcours, c'est déjà reconnaître que ce qui a été validé avant a de la valeur, ce n'est pas complètement rien. Et en plus, c'est alléger le parcours de formation pour optimiser les chances de réussite, tout simplement. Ce n'est pas perdre de temps sur des choses qu'on maîtrise déjà et se concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est bénéfice pour tout le monde. Nous, ce qu'on vise, c'est que la personne elle puisse valider le diplôme ou le parcours à la fin. Ce que vise l'auditeur, c'est de se concentrer déjà sur l'essentiel et de ne pas trop perdre de temps avec le reste. Et ça va dans le sens des financeurs, mais ça va aussi dans le sens de l'autofinancement, puisqu'on a aussi des auditeurs qui autofinancent leur parcours. Et donc, l'idée, c'est qu'ils s'inscrivent. Donc, ce n'est pas qu'ils aient des choses à financer dont ils n'ont pas besoin. D'accord. Ouais. Donc, c'est plutôt recherché par vos auditeurs, en fait. C'est largement plébiscité, quoi. C'est plébiscité, c'est, comme je le disais, comme c'est de l'initiative individuelle, il faut lui proposer un produit qui corresponde vraiment à ce dont il a besoin. Donc, ce sont des outils qui sont utiles pour nous pour justement adapter au mieux l'offre de formation qu'on va lui proposer et le plan de formation. Il faut voir que comme on est sur du hors temps de travail, les temps de formation sont souvent assez longs. On a vraiment la possibilité d'adapter le plan de formation en fonction des disponibilités et des contraintes de la personne. Donc, il peut vraiment programmer 1 ou 2 unités d'enseignement par semestre, parfois plus, parfois moins, en fonction de ses capacités, de ses contraintes. Donc, quelqu'un qui est sur un parcours long, on est sur de l'enseignement supérieur, voilà, ça peut s'étendre sur 2-3 ans. Si on peut lui enlever 1 ou 2 unités d'enseignement, 3 unités d'enseignement, c'est autant de temps qu'il pourra passer à faire autre chose et à trouver aussi un équilibre vie personnelle, vie professionnelle et formation, quoi. Donc, c'est indispensable. Et nous, notre objectif, c'est qu'ils réussissent à la fin, c'est qu'ils finissent par être diplômés. Donc, c'est important de peser la charge de travail qu'il va avoir pendant tout le temps de sa formation. Ça veut dire qu'il y a au-delà du côté un peu compétences, aptitudes, expérience professionnelle, il y a aussi une évaluation de la capacité de travail, de l'organisation aussi un peu perso. Disons qu'il y a une sensibilisation. C'est toujours difficile de mesurer la capacité de travail d'une personne parce que au-delà de l'expérience qu'elle peut avoir déjà de la formation et de la formation en parallèle à une activité professionnelle, on a tous plus ou moins de capacité à apprendre. On est parfois, on n'est pas tous, on n'a pas tous la même marge de manœuvre personnelle. Voilà, on peut avoir des charges d'enfants, on peut avoir des boulots qui sont déjà très prenants. Donc là, c'est dans la discussion, dans l'entretien en fait avec le conseiller que ça se mesure. Nous, on sensibilise au fait que voilà, il faut mesurer ça, il ne faut pas négliger. On donne un repère de nombre d'unités d'enseignement à prendre par semestre à peu près pour équilibrer le programme. Et puis après, la personne, elle reste décisionnaire de toute façon. Ok. Ça veut dire aussi qu'il y a un temps d'anticipation un petit peu ou un temps toujours à prévoir en amont du parcours pour justement effectuer ce calage un petit peu. En fait. Disons qu'on a des périodes d'inscription qu'on veut le plus. On a des périodes d'inscription qui sont assez longues, mais on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment. Finalement, nous, on est sur de la formation à distance, on fonctionne en réseau, c'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition des enseignements qui sont assez pointus, mais qui sont dispensés par un autre centre CNAM ailleurs en France, parce que l'expert, le professionnel, il est là-bas. Donc, les personnes ont vraiment la possibilité de s'inscrire au dernier moment, mais on leur conseille de se rapprocher d'un conseiller à proximité. On a des antennes un peu partout en Bretagne, il y en a dans toutes les régions en France, pour essayer de
sensibiliser sur ces questions-là, en tout cas voilà, de partir du bon pied, quoi, et de pouvoir justement étudier des possibilités de VES, de VAP éventuellement, parce que les personnes n'y pensent pas forcément. Voilà, la VAE, souvent les personnes savent un petit peu ce qu'ils veulent, mais on essaie de proposer un conseil de proximité, effectivement, pour que ce temps-là soit pris. Ok, très bien. Je sais pas, du coup, au niveau de timing, Sandra, on est bien. On est bien. Pardon, Ok, super. excusez-moi. Oui, Une Céline. question dans le chat qui s'adresse à Madame Pichard. Sur les schémas du CNAM sont construits en unités d'enseignement, ce qui découpe et facilite les dispenses. Est-ce que le CNAM fait un allègement dans les unités d'enseignement? Alors, non, il n'y a pas un allègement dans les unités d'enseignement. En tout cas, les process tels qu'ils existent aujourd'hui ne le font pas sous cette forme-là. Un enseignement, il va être dispensé avec un certain volume horaire. Par contre, comme on est sur de la formation à distance, complétée éventuellement par des cours en présentiel, disons qu'on peut dire que la personne, elle a la possibilité, si elle maîtrise déjà le sujet, de ne pas s'attarder sur ce sujet-là et de continuer l'apprentissage sur d'autres thématiques. Elle pourra être évaluée au moment de l'examen final sur le sujet, mais elle n'aura pas d'allègement en tant que tel, disons, de formaliser dans le positionnement. D'accord. Comme les ressources sont mises à disposition, disons qu'elle peut elle-même prendre un peu moins de temps sur un sujet et un peu plus sur un autre. Par contre, ça pourrait faire l'objet, quand on regarde au moment de l'entretien et qu'on va regarder le contenu de l'unité d'enseignement, ça peut faire l'objet d'une discussion au sens de, sur cette unité d'enseignement, il y a probablement des choses que vous maîtrisez déjà, donc vous pouvez vous dire que c'est une unité sur laquelle vous allez passer moins de temps. Et donc, éventuellement, en prendre une autre sur laquelle on est un peu moins à l'aise en parallèle. Ça permet plutôt d'équilibrer le parcours. C'est pas du 0 ou du 1, c'est un peu nuancé parfois. Voilà. Mais c'est aussi un peu l'intérêt de pouvoir échanger du coup avec enfin, nous, quand on regarde le positionnement, c'est aussi un intérêt du coup, de discuter avec vous pour pouvoir justement comprendre pourquoi il y a telle ou telle individualisation et comprendre voilà, que parfois il y a, même s'il y a des connaissances, il y a besoin quand même d'un rappel, même si ça peut prendre moins de temps que. Autre question du coup sur aujourd'hui, parce que c'est vrai que quand on refait le tour un peu des opérateurs aujourd'hui qui travaillent autour de l'évolution, de la transition professionnelle, de la reconversion, quels sont les rôles, quelles sont les interactions que vous avez aujourd'hui, vous, avec par exemple, aujourd'hui, le service de conseil en évolution professionnelle? Est-ce que, justement, vous êtes en contact avec ces organismes-là qui délivrent le conseil en évolution professionnelle et qui peuvent vous suggérer, en fait, voilà, un auditeur? Alors, il y a des rencontres qui peuvent se faire plutôt en fonctionnement par antenne, puisqu'il y a, comme je vous disais, en Bretagne, on a une antenne à Rennes, à Vannes, à Lorient, Quimper, Brest, Lannion, Morlaix, Ploufragan. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, les coordinateurs d'antenne sont amenés à rencontrer les professionnels de proximité, en fait, que ce soit dans les pôles emploi, les cap emploi, la GFIP, etc. Et notamment les conseillers en évolution professionnelle. On a plutôt un système de réorientation, c'est-à-dire que si on voit lors des entretiens que le projet n'est pas défini, ou pas assez défini, ou ne correspond pas à l'offre CNAM, ce qui est aussi possible, on renvoie vers le conseiller en évolution professionnelle de manière assez systématique, quoi. Bien sûr. On parle du dispositif, on parle de la gratuité, on parle de l'intérêt effectivement d'être accompagné quand on sent que voilà, c'est encore trop fragile et que ça a besoin encore d'un accompagnement. D'accord. Ok. Et par rapport à la modalité à distance, donc, parce que sinon c'est cours du soir en fait, quand il y a des regroupements, c'est en cours du soir ou ça peut être aussi à Ploufragan, peut-être qu'il y a un centre qui fonctionne sur quasiment au jour le jour. Du présentiel, vous voulez dire? Oui, du présentiel.
Alors, non, principalement sur le hors temps de travail, on est bien sur la formation à distance, soit 100%, soit de la formation à distance complétée par des cours du soir ou des cours le samedi. Okay. Donc, les cours du soir, ils peuvent avoir lieu dans les antennes de proximité. Les cours le samedi, c'est principalement Saint-Brieuc et éventuellement Rennes. Et sur la modalité à distance, justement, comment vous faites pour vous assurer que la modalité à distance convient ou peut poser souci, en fait? Là, c'est une question importante, effectivement, qui est abordée aussi pendant les entretiens. C'est pas forcément évident à mesurer, mais on dit souvent à nos auditeurs, déjà, on leur demande s'ils ont cette expérience-là de la formation à distance. On les met en éveil, on va dire, sur les conditions qui permettent la réussite, c'est-à-dire voilà, comment vous envisagez de vous organiser. Est-ce que vous avez un endroit chez vous où vous pouvez vous isoler? Est-ce que vous êtes équipé comme il faut pour pouvoir consulter les cours dans de bonnes conditions? Est-ce que si la webconférence elle a lieu en fin de journée, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir vous rendre disponible à ce moment-là ou consulter la webconférence si elle est enregistrée dans un second temps? Donc voilà, on sensibilise à ces questions-là. Par exemple, on peut leur dire d'essayer de suivre un MOOC, par exemple, avant pour essayer de voir si ça fonctionne, si c'est un support qui leur convient, si le fait comme ça de devoir se connecter, apprendre en autonomie leur convient bien. Après, voilà, on leur parle de tout ce que nous, on met en place pour les accompagner dans ce contexte-là. Hein. On a une plateforme qui fonctionne bien, on a des enseignants, un enseignant responsable par unité d'enseignement, donc qui est là aussi en proximité, des forums, des assistances techniques, enfin voilà, toutes ces questions-là qui consolide, on va dire, les choses pour essayer de garantir ou rassembler le plus d'éléments de réussite possible. Ok. Très bien. Du coup, je vois le temps qui tourne. Du coup, je ne sais pas si au niveau des questions, je ne crois pas que j'en ai vu, d'autres. Merci. Merci, Madame Pichard, du coup, de votre témoignage. Madame Elgui, si vous êtes toujours par là. Oui. Super. Bonjour. Peut-être rapidement, du coup, redire, parce que on n'est pas du tout sur les mêmes cibles, du coup, hein, en termes alors, on ne parle pas de clients, on va peut-être parler de bénéficiaires ou d'usagers, je ne sais pas. On peut dire client, en fait. On peut dire client. C'est vrai que l'usage, oui, on parle plus de bénéficiaires, de stagiaires, mais on peut dire client aussi. Ok, très bien. Donc, je vais faire peut-être une présentation assez rapide, très simple. De l'AFPA, même si on connaît. Très rapidement, même si vous connaissez, comme on connaît bien le CNAM. Donc, l'AFPA existe depuis plus de 70 ans, hein, puisqu'elle a été créée en 1949 pour répondre aux besoins de la France en pleine reconstruction. Donc, sa mission première, c'est de former pour l'emploi et à l'emploi. Et elle forme à peu près chaque année, alors ce n'est pas les derniers chiffres, parce qu'avec la période sanitaire, depuis le 2019, en fait, ça a sans doute baissé, mais elle forme à peu près 113 000 personnes, dont, puisque vous dites que ce n'est pas la cible, ce n'est pas la même cible, dont 72 000 demandeurs d'emploi et à peu près 41 000 salariés. Donc, l'AFPA est présente sur l'ensemble du territoire national. Alors, peut-être une particularité, c'est que l'AFPA est membre du service public de l'emploi, donc aux côtés de Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et des DREX. Et c'est vrai qu'elle a conservé son statut associatif pendant plus de 60 ans et en 2017, elle a été transformée en EPIC. Oui. En EPIC, donc c'est l'agence pour la formation professionnelle des adultes, et elle s'est dotée de 2 filiales, Accès à l'emploi et Accès Entreprise. Elle compte à peu près 300 formateurs et elle est dotée d'un bureau d'études, donc la direction de l'ingénierie et de l'innovation, qui assure en fait l'entretien et l'évolution d'à peu près 259 titres professionnels, donc pour le compte du ministère du Travail. Et donc, cette direction de l'ingénierie a pour mission de proposer une offre qui tienne compte des mutations économiques, sociologiques, technologiques, et qui impacte les champs professionnels dans chaque secteur d'activité, puisqu'elle est dotée de trois directions sectorielles, l'industrie, le bâtiment et le tertiaire. Ok.
Très bien. Et donc, votre rôle, donc, il n'est pas forcément en région, il est plus au niveau national. Et aujourd'hui, on a échangé un petit peu en amont. Vous m'aviez parlé en fait voilà, de toute l'ingénierie qui a été mise en œuvre au sein du réseau, du réseau AFPA pour travailler justement sur l'outil de positionnement et que ça va aussi dans le sens un petit peu, alors peut-être pas sociologique, mais du coup Oui. dans le sens aussi des envies en fait des clients ou des bénéficiaires. Oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à interroger un petit peu la démarche de positionnement en 2014. Il y avait effectivement les mutations qui étaient liées aux différents dispositifs réglementaires, mais il y avait aussi des mutations autour de les vies professionnelles qui devenaient discontinues et imprévisibles, les évolutions numériques. Et puis, on en a parlé effectivement hier, des nouveaux usages du public. J'entendais la personne du CNAM, mais le public demande une personnalisation aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il devient plus contributeur, il est évaluateur aujourd'hui, il est plutôt bien informé, donc plus exigeant, et puis il est en attente d'un service personnalisé. Et ce service personnalisé doit répondre ou doit respecter son temps et sa personne. Donc, on a fait un peu cette analyse-là, et en 2014, on a commencé à retravailler notre démarche de positionnement, en tout cas d'accueil de nos bénéficiaires en formation. Okay. Ça veut dire qu'en termes d'organisation, pour vous, ça a voulu dire aussi qu'il y a eu peut-être des changements, des évolutions en termes d'organisation interne? Oui, on a retravaillé d'une part la démarche et la méthode de positionnement et les outils. Et c'est vrai que ce que je décrivais tout à l'heure, ces changements sociétaux, elles vont entraîner plus de mobilité, en majorité des mobilités subies. Mais donc, on sait qu'il y a à peu près un cinquième des actifs qui vont changer d'emploi. Et tout à l'heure, on évoquait se former sur des temps plus courts pour être peut-être un petit peu plus employable vite, mais on se forme tout au long de sa vie. Donc, il a fallu aussi répondre à ces évolutions. Et donc, ça veut dire en termes de déploiement pour l'AFPA, ça veut dire qu'il y a une sensibilisation, des outils? Tout à fait. En fait, on a retravaillé la méthode, oui. OK. Et donc, la méthode aujourd'hui, elle est mise en œuvre par les conseillers formation, c'est ça? Oui, oui. En fait, on s'est appuyé, on a conçu une offre plutôt structurante et modélisante et suffisamment transverse pour qu'elle puisse répondre aux commandes, aux nouvelles commandes, les nouveaux dispositifs, l'alternance, le CPF-TP, le CPF. Et puis une offre de service multimodale. On parlait tout à l'heure des modalités pédagogiques, mais sur un format soit à distance, soit hybride, en fait, développer une offre plus multimodale pour qu'elle puisse répondre à un plus grand nombre. Et puis, on va prendre en compte ce que disait la personne du CNAM tout à l'heure aussi, la personne dans sa globalité, dans son contexte de vie. Et peut-être qu'on a mis en place une posture, on en a parlé hier, une posture plus coopérative, en fait, où on co-construit en fait, un parcours, on accompagne en fait la personne dans son parcours. Du coup, ça nous a obligés à revisiter nos outils et notre méthode de positionnement. OK. Et donc après, par rapport au côté un peu accompagnement justement des clients, est-ce que vous avez identifié un petit peu voilà, le temps que ça peut prendre, l'anticipation que ça demande, et peut-être les freins aussi peut-être en interne qu'il peut y avoir là-dessus sur la mise en place de cette démarche-là par rapport à peut-être un format de formation plus plus formaté? Vous parlez du temps de formation ou du temps de positionnement? Je parle du temps de positionnement et puis après du temps ce que ça peut avoir comme impact sur le temps de formation derrière avec peut-être des parcours un peu à la carte et puis un impact du coup sur votre modèle un peu économique et puis la complexité, oui. une complexité de mise en œuvre. Ouais. Mise en œuvre, bien entendu. Alors, au niveau national, c'est vrai qu'on répond à une demande du public et aussi on essaye de faciliter, de simplifier le travail des conseillers en formation en région. Donc, ça nous a amené aussi. Alors, la démarche
compétences, hein, parce qu'en fait, notre méthode de positionnement, elle est basée sur cette méthode de compétences où on va prendre en compte, d'une part, les besoins de la personne, mais aussi ses compétences transversales, ses acquis professionnels. Et la personne du CNAM en a également parlé. Et puis, du coup, ces acquis professionnels, elle va permettre aussi, ils vont permettre, quand ils seront identifiés, de faire le lien entre la formation et les compétences de la personne, c'est-à-dire en termes de blocs de compétences. Et forcément, ça impacte notre modèle de formation et puis si on personnalise. Donc, dans la mise en œuvre, c'est pour ça qu'on a peut-être développé une plateforme de formation qui peut répondre en fait, à la multimodalité, au format hybride, pour pouvoir avoir des formations plus personnalisées. Avec justement des choses qui puissent se rajouter un peu à la carte, quoi, en fait, en fonction des parcours. Ok. Vous avez évoqué du coup l'évolution de vos outils, alors Oui. sans rentrer forcément dans le secret, mais ouais. Dans quelle mesure du coup ils ont pu évoluer votre regard Pendant longtemps, l'AFPA utilisait des outils psychotechniques en fait, et vous avez posé la question tout à l'heure à la personne du CNAM sur la capacité à apprendre ou la capacité, je ne sais pas comment vous l'avez nommé, mais la capacité à apprendre où effectivement on avait tendance à évaluer ces capacités d'apprentissage aujourd'hui basées sur les compétences transversales en fait. Donc on a des questionnaires qui permettent d'évaluer les compétences socles pour les premiers niveaux de qualification et les compétences transversales pour les autres niveaux. On a des questionnaires d'autopositionnement qui permettent à la personne de se positionner par rapport à ses acquis expérientiels, ce qu'elle a déjà réalisé telle et telle activité. Ces questionnaires sont adossés à nos référentiels d'activités compétences. Et donc, en fonction d'un certain nombre de réponses, on passe un questionnaire du coup, qui évalue les compétences professionnelles et qui nous permet de réduire le parcours de formation. Okay. Donc, si j'ai bien compris, il y a 2 étapes. Il y a une étape un peu auto-diagnostic, mais un diagnostic que vous avez construit avec une espèce de grille d'auto-évaluation en fonction des titres avec un découpage bloc de compétences qui correspond au CCP. Activité, oui, tout à fait. Et ensuite, une deuxième vision en fait, là-dessus, plus là de formateur de l'AFPA ou conseiller formation de l'AFPA qui avec un permet regard d'évaluer critique, tes compétences. Voilà. Ok. Et une évaluation aussi des prérequis de la formation, c'est-à-dire les connaissances nécessaires pour l'entrée en formation. Oui. Ok. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on échange parfois avec certains organismes de formation, ils nous disent le positionnement, c'est encore une chose qu'il faut qu'on réalise. Ça fait voilà un peu une démarche supplémentaire et on se disait en fait oui, mais c'est pas que de la responsabilité de l'organisme de formation, c'est aussi de la responsabilité du client ou du bénéficiaire de s'auto un peu évaluer en fait voilà par rapport à un parcours et c'est vrai que votre témoignage là il est précieux en fait sur voilà comment on peut les outiller peut-être sur voilà comment ils peuvent s'auto évaluer en fait par rapport à des niveaux de connaissances ou d'expérience en fait dans un oui, ça valorise l'expérience, ce que disait la personne du CNAM, c'est-à-dire que finalement ils peuvent adapter et personnaliser leur parcours en fonction de leur expérience antérieure et ça la valorise cette expérience. Ok. Je vois qu'il y a une question, oui. Alors, je la reprends texto. Vous adaptez le parcours en fonction des acquis de la personne, mais peut-on l'adapter en fonction du projet? Ah oui, une vraie question, parce que c'est vrai que dans le cadre du projet de transition professionnelle, c'est vrai que c'est souvent une question qui est... C'est toute la question du projet. Vous parliez tout à l'heure de l'articulation avec les CEP. Les personnes qui sont orientées à l'AFPA sont pour la majorité accompagnées par des conseillers en évolution professionnelle. Et hier, on échangeait sur la complémentarité en fait, du service. Quand on accompagne une personne dans son parcours, on essaie d'être complémentaire avec les conseillers en évolution professionnelle. Et lorsqu'on a mis en place la démarche de positionnement, on sait bien sûr, on a eu beaucoup d'échanges avec les CEP. Alors, comment le dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans le cadre d'un CPF TP, il est accompagné déjà par un CEP et son projet, il arrive déjà avec un projet. Et nous, on essaye de faire le lien avec le projet professionnel qu'il envisage et son projet de formation.
Donc, bien sûr, on peut adapter le projet de formation en fonction de son projet. Ça veut dire qu'on va prendre en compte aussi ses besoins et ses priorités. Si la personne veut faire une formation courte parce qu'il veut retrouver un emploi rapidement ou s'il veut faire une formation proche de chez lui, ça va conditionner forcément le projet de formation sur lequel on va travailler. Et au-delà de cette question-là, je trouve que ça peut aussi amener à une autre question, c'est la question est-ce que l'objectif, c'est toujours la certification complète, ou est-ce qu'aujourd'hui aussi, on peut aller sur du certification au bloc, en fait, si voilà, on est sur la compétence métier. Les niveaux dispositifs nous amènent à ça. Hein. De toutes les façons, le bloc de compétences, c'est un CCP, hein, c'est un certificat de compétences professionnelles, donc c'est certifiant. Oui, c'est vrai qu'après, le CCP sur le CV, c'est aujourd'hui pas encore la culture en fait, de le mettre sur le CV, mais voilà, pourquoi pas demain. Après, tout dépend aussi des critères d'employabilité des entreprises qui recrutent dans le domaine que la personne vise. Enfin, voilà, je pense que c'est ça la notion de projet, adapter la formation à la notion de projet derrière. C'est est-ce qu'on amène vers on va dire une formation qui permet une employabilité, on va dire, sur le bassin où la personne est mobile ou pas, quoi, en fait. Hein, ça peut être ça aussi la question derrière. Je voyais qu'il y avait une question aussi qui est apparue là en cours de route. Et la question d'allègement, mais adapter, c'est parfois apporter des compléments informatiques, par exemple. Je pense que ça vous arrive dans le aussi. Sens de la réduction, oui. En fait. Tout à fait, exactement. Oui. Tout à fait d'accord. C'est un échange que j'avais eu avec Transition, à l'époque FONGECIF Nouvelle-Aquitaine, bien entendu. C'est-à-dire, comme on parlait de prérequis tout à l'heure, les connaissances nécessaires à l'entrée en formation, ça peut aussi permettre à la personne, s'il ne répond pas aux prérequis, de lui proposer un parcours adapté, bien sûr. Pas forcément dans la réduction, oui. Non, des fois avec plus d'heures, oui. Oui, des remises à niveau. Alors après, oui. c'est vrai que nous, on fait aussi un peu la promotion du parcours Cléa, en fait, hein, pour les gens qui sont sur des petits niveaux de formation. Donc après, voilà, des remises à niveau pour du tertiaire aussi, des TOSA ou des choses comme ça. En fait. Voilà. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, du coup, je fais un peu je retire un peu la couverture vers Transition Pro. Du coup, on a une priorité, nous, pour les ingénieries de parcours, on appelle ça comme ça, en fait, un petit peu particulière, justement, où il y a une utilisation du CPF, par exemple, en amont d'un PTP. Ouais, donc quelqu'un qui aurait, hors temps de travail, préparé un TOSA, qui aurait fait une VAE ou VAE partielle, etc. Tous ces parcours-là, aujourd'hui, sont valorisés et ont une priorité, en fait, un point de priorité. Oui, donc vous parlez d'ingénierie presque, l'ingénierie de formation, l'ingénierie financière, en fait. Mobiliser le CPF avant, bien sûr. C'est l'ingénierie financière, ingénierie de formation, ingénierie de parcours. Alors après, ça facilite la réussite du parcours de transition d'une personne. Après, sur d'autres questions, aujourd'hui, on n'a pas trop abordé en fait, la partie difficulté du coup, de mise en œuvre après derrière, une fois que le positionnement il est acté, en fait, on va dire, voilà, il y a possibilité d'avoir une individualisation, possibilité d'adapter le parcours, en plus ou en moins. Ça pose une question après d'organisation. Alors après, peut-être que dans votre rôle, vous n'êtes pas encore dans la mise en œuvre, du coup, vous avez peut-être un regard plus extérieur. Il y a sans doute, oui, de toutes les façons, un organisme comme l'AFPA et l'importance en termes de volumétrie de personnes accueillies, ça pose forcément des difficultés. On ne peut pas faire des parcours personnalisés. C'est pour ça que le découpage par CCP est réaliste, en fait. Est-ce qu'on va descendre à la maille du module? Vous voyez, La taille de la maille, oui, c'est ça. C'est la taille de la maille. Ouais. C'était aussi la question tout à l'heure, hein, pour le CNAM. Hein. C'est vrai que la taille de la maille, c'était un peu la difficulté. Et puis, après, c'est là aussi, nous, en tant que référent parcours, la Transition Pro Bretagne, les échanges qu'on peut avoir en fait, sur le bilan de positionnement, on est à l'écoute, bien sûr, du coup, de ce type d'argument en termes de voilà, comment ça peut s'organiser par rapport à un groupe, comment ça peut s'organiser par rapport à un déroulé pédagogique, comment ça peut s'organiser pour voilà, quelque chose de cohérent aussi dans le parcours de formation proposé aux personnes. Donc voilà, il y a toujours possibilité d'expliquer en quoi voilà, le positionnement, l'individualisation qui aurait pu sembler comme ça, a priori,
possible, elle est difficile à mettre en œuvre. Donc, on vous le présenterait tout à l'heure sur le modèle qui est suggéré par notre plateforme. On a une petite interface pour justement échanger, avoir des explications un peu plus claires que simplement du 0 ou du 1. Je vois le temps qui... Oui, il y a des plein de questions. questions Oui. sur le Questions. chat. On a notamment Gwenaël qui demande comment sont formalisés les parcours individualisés à l'issue du positionnement et s'il y a plusieurs parcours qui sont proposés aux stagiaires avant son engagement. Alors, la formalisation, c'est sous forme de synthèse. En fait, nous, on a aussi la plateforme de formation, c'est aussi notre plateforme de positionnement, ce qui a facilité en fait l'utilisation des différents outils. Donc, il y a un document de restitution où on verra apparaître les compétences identifiées et qui permettra après aux conseillers de rédiger la préconisation de parcours. Donc, il y a un document de synthèse. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était s'il y avait plusieurs propositions de parcours, s'il y avait différents parcours qui étaient proposés aux candidats. Alors, on est toujours sur l'hypothèse de parcours. En fait, quand on est en entretien, on fait plusieurs hypothèses de parcours et c'est avec la personne qu'on fait des propositions. Dans le cas d'un CPFTP, je pense que ce que je disais tout à l'heure, un salarié vient déjà avec un projet de formation. Et ça peut être, oui, plusieurs hypothèses de parcours. Ça veut dire ce que je disais tout à l'heure, c'est en termes de durée, en termes de contenu, en termes de lieu. C'est ces différentes hypothèses qui vont être co-construites avec la personne qu'on va accueillir. Ok. Et si tu peux me permettre, il y a encore une dernière question sur les expériences acquises dans une vie professionnelle ou dans un poste. Est-ce que ça pouvait servir à alléger un cursus de formation? Alors, en fait, ça va être forcément lié au projet de formation. C'est-à-dire que les questionnaires d'autopositionnement dont je parlais tout à l'heure, c'est est-ce que vous avez déjà exercé dans telle ou telle activité? Alors, bien entendu, on peut systématiser ces questionnaires d'autopositionnement parce qu'on considère que tout le monde a une compétence, même s'il n'a pas forcément exercé dans le métier. Mais c'est lié au métier, c'est-à-dire que nos questionnaires sont adossés à notre REAC, notre référentiel d'activité compétences, et ce qui permet après, de réduire par rapport au référentiel de formation, de réduire ou de supprimer, voire un bloc de compétences. Okay. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. Je pense que c'est clair, très clair. Du coup, je vais me faire le maître du temps un petit peu, je suis désolé, parce que je vois le timing qui avance. Merci, Madame Elgui, de votre témoignage. On va poursuivre. Alors, je suis sur un partage de mon PowerPoint, du coup. Oui, c'est bon. Oui. On va poursuivre du coup avec quelques réflexions en fait sur la mise en œuvre de ce bilan de positionnement. On a couché un peu sur le papier avec l'équipe beaucoup de questions sur la méthode un peu du QQO QCP en se disant pourquoi aujourd'hui une action de positionnement, donc c'est pour faire aussi synthèse un peu de tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Donc c'est prise en compte de la situation globale de la personne, de son projet, dans son objectif professionnel, de ses compétences, de ses connaissances, des formations suivies, certifications obtenues et aussi de son besoin d'accompagnement. Bien sûr, du coup, par rapport dans le cadre du PTP, nous, c'est vrai qu'on attend l'action de positionnement avant l'entrée en formation. Et puis, on distingue bien, du coup, le positionnement d'un test de présélection. En fait. Tout ça en mise en perspective aussi avec nos délais pour déposer un dossier qui sont affichés à 3 mois. En fait, et ça veut dire que derrière, en termes de mise en œuvre, ça veut dire qu'il y a une vraie anticipation du coup à prévoir pour que cette phase-là puisse se faire peut-être 3, 4, 5, 6 mois en fait, avant une entrée en formation pour que dans l'ensemble du parcours, la personne puisse faire son dépôt de dossier de manière sécurisée. Sandra, je te laisse la... Oui, je continue. Alors, donc, quel objectif c'est de proposer un parcours sécurisé et individualisé, donc adapté aux besoins de la personne
en prenant en compte ses connaissances, son style d'apprentissage, ses capacités cognitives, ses capacités comportementales. Pour rebondir à une question que j'ai vue passer dans le fil de discussion tout à l'heure, c'est vrai que l'idée du positionnement, c'est aussi permettre à la personne d'atteindre quand même la certification au final, si elle vise la certification globale du diplôme. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est quand même aussi qu'elle obtienne, qu'elle valide pas ses examens, mais enfin, en tout cas, les épreuves finales de la certification. Qui va être concerné? On va avoir le responsable du dispositif, l'équipe pédagogique et ou l'équipe administrative, parce que parfois, c'est aussi les deux qui peuvent faire le positionnement, l'individu en lui-même, et puis le conseiller ou la conseillère en évolution professionnelle, qui peut avoir un rôle aussi en termes de retour, de va-et-vient entre le salarié et puis éventuellement la proposition de l'organisme de formation pour avoir ce regard-là aussi au niveau adaptabilité du parcours. Alors, Du coup, sur la modalité un peu voilà, de l'action de positionnement, est-ce que ça se fait sous forme d'entretien, sous forme de test, sous quelle forme? Et donc après, c'est vrai que là-dessus, il y a plusieurs formes, modalités possibles en fait, un entretien individuel quand même, il semble, voilà, malgré tout, indispensable. Après les tests de connaissances, liés au métier visé, des autodiagnostics. Alors c'est vrai qu'on a trouvé un modèle, un petit peu d'une grille de de positionnement en fait par rapport à un niveau de connaissance, un niveau d'acquisition, et un niveau d'expression en fait de compétences qu'on trouvait intéressant parce qu'on se disait que sur un découpage bloc et puis on pouvait suggérer en fait aux salariés en fait de réfléchir comme ça un peu en amont sur des peut-être du coup avant d'aller rencontrer un organisme de formation en fonction voilà, de son niveau de connaissance de chaque champ de compétences. ok, alors avant de passer aux chiffres, si tu veux revenir en arrière, Zélie m'interpelle, il y a une petite question, je pense qui préoccupe beaucoup de nos auditeurs là cet après-midi. Ouais, sur les formations et concours et épreuves de sélection. Donc, on va y répondre parce que du coup, je pense que ça Après, occupe. c'est vrai que du coup, dans le concours, c'est un processus de sélection. Et l'objectif du positionnement, c'est pas de faire une sélection, c'est de faire une étude en fait voilà, quel est le parcours qu'il faut proposer aux personnes pour qu'ils puissent aller jusqu'à leur objectif. Donc, les objectifs sont différents. En fait. Donc, Ouais, l'idéal, ça serait qu'il y ait le concours d'abord et qu'une fois que la personne est sélectionnée au concours, enfin, ou à l'épreuve de sélection, parce que maintenant, c'est aussi sur dossier, une fois que la personne est sélectionnée, vous puissiez lui faire un positionnement pour justement proposer après le parcours le plus adapté possible et compléter la demande de PTP. Ça, c'est l'idéal. Après, on sait que malheureusement, pour certains résultats d'admission, ils arrivent un peu tardivement dans le temps et c'est pour ça qu'on on remet en perspective le délai des 3 mois qui est préconisé de manière à ce que les choses soient faites le plus tôt possible dans le temps. Mais on sait que ce n'est pas toujours évident en fonction des organisations de chaque organisme. Ouais. Et des ministères de tutelle derrière. Ensuite, on voulait vous remettre un peu aussi ces éléments-là un peu plus chiffrés, alors que c'est moins fun, mais du coup, ça donne une petite indication en fait, voilà, de ce que ça peut avoir comme impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est sur un coût moyen en fait, du projet de transition professionnelle autour de 27 000 euros, vous voyez, 26 914 euros. Donc là, c'est le coût global, le coût pédagogique et coût de prise en charge du salaire avec une durée moyenne du parcours à 876 heures. Et vous voyez, il y a un petit histogramme là du coup sur le poids relatif en fait des projets qui sont d'une durée d'un montant supérieur à 40 000 euros. Ça représente pas forcément beaucoup de projets, ça représente 13% des projets, mais ça pèse 22% en fait dans le budget des engagements. C'est-à-dire que forcément en fait plus il y a une durée importante,
parce que le coût pédagogique, on est sur une prise en charge moyenne autour de 12 €, donc c'est pas des prix voilà, qui explosent. Donc c'est surtout le coût de prise en charge du salaire en fait qui impacte sur le PTP. Donc voilà, dans notre objectif d'optimiser toujours en fait hein, les fonds, on sait que voilà, s'il y en a 2 sur 10 qui peuvent être un petit peu voilà, optimisés, ben, c'est peut-être sur 50 dossiers, ben, ça veut dire qu'on va en financer peut-être 3 ou 4 de plus. Donc c'est dans notre objectif du coup nous de toujours optimiser au mieux en fait les fonds, les dotations. Donc on poursuit aujourd'hui cet objectif-là. Pardon. Oui, alors je prends le relais. Donc, sous quelle forme alors ça, on l'avait déjà, un petit peu dit, hein, mais donc ça va circuler. Il y a 2 objectifs hein, complémentaires autour duquel le positionnement peut s'articuler, et c'est le pronostic hein, pour pouvoir prévoir et anticiper la durée probable de l'apprentissage. Et puis l'objectif formatif, hein, recueillir des informations relatives aux difficultés d'apprentissage de l'apprenant. On a un petit peu parlé tout à l'heure avec Magali du CNAM, pour construire les situations d'apprentissage et mettre en œuvre la guidance ou l'accompagnement approprié. C'est pour ça qu'on disait que il y a parfois des positionnements qui amènent, ce sont très rares, mais des fois il y en a quand même quelques-uns, qui amènent à ce que le parcours préconisé pour la personne est des fois un peu plus long que celui prévu au référentiel. Et donc du coup, je vais en profiter pour répondre à une question qui était qui est arrivée aussi là dans le chat. C'est dans les commissions chez nous au niveau du BTP, nos administrateurs vont être sensibles à oui, au fait qu'il y ait un positionnement qui permet du sur-mesure pour la personne. Après, si la personne a besoin de plus ou voilà, de justement une adaptation de parcours, on va dire, plus étoffée, qui lui permet pour lequel on va pouvoir pronostiquer une réussite hein, du parcours, parce qu'il ne s'agit pas de réduire pour que les gens n'aillent pas à la réussite, eh ben, ils peuvent aussi regarder ça positivement par rapport au projet de la personne, si tant est que par rapport à ce projet-là derrière, tous les critères liés au projet et à la façon dont elle a argumenté son projet, perspective d'emploi, pertinence du parcours de formation et cohérence du projet professionnel soient remplis derrière, évidemment. Hein. Donc, du coup, ça peut avoir un impact, mais aussi dans le sens positif aussi. Donc, il ne faut pas je dirais, c'est pas quelque chose qui va être rédhibitoire. Tout peut s'expliquer dans le positionnement par rapport au projet par rapport au parcours qui est proposé au niveau du bénéficiaire. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Donc justement, ça permet de formaliser un parcours. Donc on peut avoir un document. Alors nous, ça va être sous la forme de la plateforme Athénet qu'on va vous décrire après. Mais voilà, l'idée c'est voilà, il y a le projet du stagiaire, l'objectif de la formation, la synthèse du positionnement, les éléments de contenu, les séquences à distance avec accompagnement asynchrone, les moyens de contact pour l'assistance technique, l'accompagnement pédagogique, on va dire, des petits etc. derrière. Hein. C'est comment on prévoit le sur-mesure et le patron hein, entre un patron, c'est-à-dire découpage hein, du vêtement ainsi confectionné. Désolée, hein, j'ai référence à la confection. Et du coup, nous, on voulait vous proposer après, derrière, de vous présenter la façon dont ça se présente justement dans Athénet, hein, dans la plateforme. Donc, Ok. par contre, il y a peut-être une question, peut-être Zélie, en cours ou pas? Il y Ouais, avait la question des professions de santé, en fait, pour lesquelles, voilà, sur les diplômes d'État, où il y a voilà, beaucoup de choses qui sont écrites à et l'avance. définies dans les Mm, textes, donc sur les réductions et sur les aménagements possibles. Donc ça, c'est les allègements un peu réglementaires. Hein. mm. Donc là-dessus, nous, voilà, bien sûr, on ne va pas vous demander d'allègement si dans le diplôme d'État, il n'y a pas d'allègement possible pour tel ou tel parcours. Donc là, c'est c'est un peu du cas par cas, en fait, hein. De toute façon, c'est là aussi la difficulté de traiter de ce sujet-là, hein. C'est que, en fonction des certifications, on sait que, voilà, il y a certaines certifications qui, voilà, sont très encadrées, voilà, où il n'y a pas de possibilité forcément d'adaptation, ou d'individualisation.
Mm. Pardon, sur les Donc, points de oui. vigilance, du coup, si tu veux bien, je prends le relais. Mm. Donc voilà, rapidement, du coup, c'est des choses qu'on a déjà dites, hein, du coup, mais voilà, bien distinguer les phases de recrutement, des phases de positionnement, parce que c'est vrai que parfois, quand on parle avec les candidats, on se dit que bah, voilà, il n'y a pas eu de forcément de positionnement. Et après, bien sûr, nous, s'il y a des difficultés, hein, du coup, donc, je pense que on en parle après, mais bien sûr, nous, on est bien sûr à l'écoute du coup de vos difficultés parfois sur voilà, ce qui était évoqué tout à l'heure, par exemple sur les diplômes d'État dans la santé. S'il y a des difficultés particulières par rapport à ce bilan de positionnement, ne pas hésiter à reprendre contact avec nous. Je pense que vous avez bien identifié. On mettra bien sûr nos contacts en fin de diaporama pour que vous puissiez voilà, faire remonter comme ça vos questionnements en fait, et que voilà, vous ne soyez pas bloqué dans le processus de dépôt de dossier, et que ça puisse voilà, se faire de manière sans frein, quoi. Mm. Bien sûr, voilà, l'objectif hein, du coup de cette action de positionnement, en fait, c'est que ça puisse évoluer en fait aussi en fonction de l'évolution des certifications. Donc après, j'entends du coup quand Madame Elgui et Madame Pichard du coup, ont parlé en fait de l'évolution dans leur structure. Donc elles ont bien mis en avant du coup le côté voilà, évolutif aussi en fait de tous ces outils-là. Donc après, sur ces points de vigilance, autrement, quelque chose d'important, c'est sur le style d'apprentissage. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, je vais faire un parallèle avec les études que mène notre collègue Zélie Legrand, qui fait une enquête en cours de formation, qu'on administre, je crois, voilà, en fonction de la durée, mais voilà, c'est dans les premiers mois en fait de l'action de formation. Et on se rend parfois compte en fait que certains publics, certaines personnes sont sont un peu surprises du coup de l'autonomie en fait qui est laissée qui leur est laissée. Quand il y a surtout de l'auto-formation, des choses comme ça. Et on se dit que parfois qu'il y a au niveau information, au niveau compréhension aussi de comment ça se passe au niveau des modalités pédagogiques, qu'il y a peut-être quelque chose à faire en amont Mm. pour faire de l'information, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se projettent sur de la formation pour adultes comme sur de la formation initiale. Mm. Comme un temps scolaire. Mm. Et l'autonomie, ça, des fois, c'est générateur de stress hein, pour les stagiaires. C'est ce que l'on ressent parfois. Pardon. Oui. Après, donc on voulait voilà, aussi profiter bien sûr de ce webinaire en fait, pour vous dire que nous, voilà, on peut vous proposer un appui, bien sûr qu'on pour être mobilisé si jamais il y a un positionnement voilà, qui pose souci sur un dossier, sur une commission qui aurait dit, voilà, qui aurait refusé un dossier. Donc, on veut bien aussi faire un peu le service après-vente, voilà, pour vous expliquer peut-être en quoi un positionnement pose question sur une commission, et puis peut-être comment revoir les choses pour qu'en recours, ça puisse peut-être évoluer au niveau de la décision. Donc après, bien sûr, nous, on est voilà, tout à fait volontaires, hein, si vous voulez nous mobiliser pour mettre en place des outils spécifiques. Ensuite, au niveau information, on se dit que, un peu d'expérience, c'est intéressant dès le début en fait, de la prise de contact avec les bénéficiaires, les usagers, les auditeurs, les clients, je ne sais pas comment on les appelle, mais que dès qu'il y a une prise d'information, c'est intéressant peut-être dès le départ de faire aussi une information sur le dispositif mobilisé. Donc là, si c'est le projet de transition professionnelle, quelles sont les attentes en fait, du financeur, et puis c'est quoi un peu les critères aussi un petit peu d'attribution de fonds. Et c'est vrai que si on peut gagner en transparence et puis transmettre la bonne information adaptée dès le départ de la prise d'information, je pense qu'on gagnera en efficacité.
Donc, nous, on se propose, bien sûr, alors peut-être pas de venir après sur chaque réunion d'intervention, c'est une réunion d'information, mais peut-être de vous transmettre sous format un peu vidéo, quelque chose comme ça, en fait, une vidéo assez courte pour qu'on puisse à la fois vous présenter le dispositif et puis les attentes, un peu les critères, quoi, en fait, pour que ça puisse vous venir en appui sur voilà, le public salarié qui souhaite se reconvertir. C'est quoi le projet de transition professionnelle? Comment on fait pour être financé? C'est quoi les critères? Et bien sûr, du coup, on peut amener un peu des éléments mais sur l'individualisation, quoi. Rapidement, parce que je vois le temps qui court, je ne sais pas si Zélie, tu as des questions à nous faire remonter. Sinon, j'enchaîne. Il n'y a pas d'autres questions spécifiques. Ok. Il y avait une question sur la complétude du dossier, mais j'ai répondu dans le chat à la personne. Merci, Oui. Zélie. Merci Zélie. Oui, c'est un petit rappel. Rapidement, du coup, la plateforme Athénet, depuis octobre, il y a une nouvelle partie donc, sur le bilan de positionnement. Donc, je vous ai présenté, on a fait des copies d'écran, etc., pour que vous puissiez visualiser la partie vraiment complétude en ligne. Alors, c'est vrai que quand on s'est mis, nous, dans la peau d'un organisme de formation et qu'on a fait l'exercice de remplir le document, on s'est dit en fait que la présentation en ligne était un peu plus ergonomique que la présentation sous format de fichier Excel. Après, c'est vraiment, je pense, individuel. Là, ça c'est que notre point de vue et que peut-être à l'usage que vous trouvez que ce serait plus facile de le faire via le document Excel. Mais moi, c'est notre avis, du coup, c'est qu'il était plus ergonomique sur la plateforme. Donc, 2 modes de saisie. Après, des choses qui sont automatisées en fonction des éléments que vous avez déjà vous saisis en fait, sur d'autres onglets. Donc, notamment par rapport au métier ciblé, en fait, c'est en fonction du RNCP que vous avez choisi. En fait. Donc voilà, dans la fiche RNCP, il y a des codes ROM du métier visé. Donc là, c'est assez automatisé, donc pas trop de subtilité. Par rapport au côté un peu CV, expérience, formation, qualité, aptitude. Donc c'est vrai que là-dessus, ça peut être assez rapidement lourd en fait en termes d'éléments à fournir comme information. Ce qu'on attend là, en fait, c'est vraiment des choses très significatives par rapport au parcours ciblé. C'est-à-dire que voilà, si ça ne sert à rien de refaire du coup le CV qui de toute façon est dans les documents joints. L'idée, c'est vraiment d'aller sur des éléments significatifs qui pourraient faire l'objet d'une adaptation, d'une individualisation derrière. En fait, quoi. Ensuite, par rapport à l'analyse vraiment du positionnement, c'est vrai qu'il y a une partie un peu voilà, qui est présentée comme celle-ci. Alors, on s'était dit que c'était intéressant peut-être de repartir sur le découpage de la certification, donc en bloc, en CCP, par rapport à une compétence métier, comment elle a été évaluée, est-ce que ça a été évalué sous forme d'entretien, de test, et puis si il y a une durée proposée, est-ce que cette durée-là, elle est individualisée par rapport à la durée typique ou est-ce qu'elle est à 100% parce que voilà, il n'y a pas d'acquis dans la matière, donc voilà, un parcours complet. Donc ces éléments-là, en fait, sont importants parce que ça nous permet de visualiser en fait derrière dans quelle mesure voilà, il y a pu avoir une individualisation, est-ce que ça a comme impact? Après, tout à l'heure, on parlait des diplômes d'État avec des allégements réglementaires. Et ben, voilà, s'il y a des allégements réglementaires, tout à fait la possibilité aussi de les noter en fait, dans ce document. Après, oui. oui, pardon, vas-y. Pour la reconnaissance travailleurs handicapés, en fait, cette question-là, elle peut paraître voilà, un petit peu bizarre à cet endroit-là du positionnement. En fait, c'est juste pour rappel que si la personne a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et que sa venue, enfin voilà, le fait de suivre la formation va nécessiter des aménagements, par exemple techniques, ce qu'on appelle une compensation, il faut que vous puissiez, vous, en tant qu'organisme de formation, le signaler.
Et puis fournir un document qui explique aussi, si besoin, les besoins en compensation. Parce que ça, il peut y avoir éventuellement, si la personne a cette reconnaissance travailleur handicapé, comme on a une convention avec l'AGFIP, il peut y avoir éventuellement une prise en charge par l'AGFIP des besoins en compensation pour adapter le fait, la présence de la personne dans votre organisme. Et ça, l'AGFIP peut prendre une partie en charge. Il y a une demande spécifique à faire. C'est souvent le travail du référent handicap dans vos organismes de formation, justement, de connaître ça. Et c'est vrai que c'est demandé de toute façon dans le bilan de positionnement pour savoir, ça fait partie dans le positionnement de l'adaptation, entre guillemets, du sur-mesure qu'on peut mettre en place par rapport à la situation de la personne. Voilà. Ensuite, en fin de bilan de positionnement, alors il y a un petit espace, mais qui a grande importance. C'est le côté un peu argumentaire, alors, où il y a des éléments un peu explicatifs sur voilà, pourquoi tel parcours a été proposé. Et donc là, il peut y avoir des choses, alors on a réfléchi, nous, à deux, trois choses qui nous semblaient illustrer un peu l'importance de cet argumentaire-là. Il y avait un parcours, en fait, sur voilà, un BPREA, il me semble, je crois que c'était voilà, un diplôme dans le domaine de l'agriculture, pour devenir exploitant agricole, et quelqu'un qui avait une expérience de plusieurs années, du coup, dans le domaine de l'agriculture. Alors, je crois que c'était du maraîchage même, plus précisément. Et donc, à la lecture de ça, en fait, la commission s'est posé la question de savoir, mais voilà, quelqu'un qui a une expérience de plusieurs années dans le domaine, comment ça se fait qu'il n'y ait pas une réduction, une individualisation, en fait, un peu, voilà, qui permette une réduction de parcours. Et dans l'analyse, en fait, du positionnement, l'organisme avait reprécisé que le diplôme, il était vraiment avisé d'être exploitant agricole, et qu'il n'y avait pas de technique agricole, en fait, dans le parcours de formation, et que même si elle avait une expérience dans le domaine, qu'au vu du programme, il n'y avait pas possibilité, en fait, de mener une individualisation. Et donc, c'est exactement ce type d'information, en fait, qui parfois, en fait, peut passer un peu au travers quand on ne va pas regarder précisément, du coup, le parcours et le programme. Par contre, si c'est marqué dans la synthèse de positionnement, c'est très clair. Et la commission, dans ces cas-là, en fait, elle a aussi une vision très précise, du coup, du pourquoi. Et ça ne va pas être un motif, du coup, ça ne va pas être une question, d'ailleurs. On va se dire, voilà, il n'y a pas de question de réduction. Donc, c'est plutôt voilà, autre sujet, en fait, qui va être abordé, en fait, dans la commission. C'est vraiment l'explication, en fait, du parcours proposé qui va être importante là. Et je dirais qu'à la rigueur, voilà, ce qui paraît pas évident quand on regarde un parcours et un diplôme peut s'expliquer dans ce petit paragraphe-là, parce que, et ce qui va permettre de lever en fait le questionnement en commission. Alors j'ai vu qu'il y avait une question qui apparaissait, il y a des questions très techniques sur le volet là, de la plateforme Athénet qui apparaissent. On ne va pas pouvoir y répondre là dans le détail, parce que je pense que pour les participants un petit peu extérieurs, voilà, de transition pro-Bretagne, de la région Bretagne, ça peut être un peu compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est se dire, voilà, dans ce petit paragraphe-là, on explique pourquoi un parcours complet, pourquoi un parcours réduit, pourquoi, voilà, et parce que voilà, les compétences attendues sont celles-ci, la personne les a, la personne les a pas, et voilà. Et ça donne vraiment un éclairage simple, pragmatique, et qui permet voilà, en commission de ne pas avoir, de lever le doute et de se dire, voilà, oui, c'est vrai, il a travaillé dans l'agriculture, mais il n'a pas les compétences de base pour voilà, tenir une exploitation. C'est celle-ci qu'il faut qu'il acquiert, et on ne se pose pas de questions à savoir s'il a besoin d'une réduction de parcours ou pas, puisqu'il ne les a pas. Donc, alors je vois, Zélie, qu'il y a beaucoup de questions sur l'outil Athénet. Oui,
Beaucoup de questions très techniques. Alors, Oui. je peux le dire, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Oui. Une question sur, je lis tel quel. Lorsque l'on importe le classeur Excel, une partie du texte n'est pas repris. Qu'est-ce qui est lu, le document Excel ou le texte qui apparaît sur l'application? Ton micro est coupé, Karim. Pardon, je parlais. Oui. C'est depuis juste 1 minute qu'il est coupé, c'est ça, hein? Non, oui, c'est ça. Oui. Donc, les 2 sont lus, hein. Les 2 sont lus, ce qu'il y a sur le classeur Excel et ce qu'il y a sur la plateforme. Après, pour les questions techniques, voilà, vraiment d'opérationnel, je vous invite à revenir vers nous. Donc, vous avez nos mails. Après, il y a quelques éléments aussi qui vont être, où il y aura la réponse directement sur le site internet. Il y a quelques tutos en fait qui existent sur notre site internet. Il y a un onglet organisme de formation. Et sinon, après, vous avez voilà, nos contacts directs. Et puis là, dans ces cas-là, peut-être que ça vaut le coup de provoquer un échange téléphonique ou visio, enfin, pour qu'on puisse vous dépanner. Voilà. Ouais, Il y a des questions sur en fait, le volet Athénète est rempli de façon asynchrone par rapport au bilan de positionnement. Donc, c'était des questions pour savoir si il y a possibilité d'avoir ce volet sous un autre format, car l'entretien n'est pas réalisé en même temps que la saisie sur Athénète. Sous un autre format que le format Excel, c'est ça? Là, c'est une proposition d'un format Word, mais après, ce qui va être difficile, c'est que nous, on ne maîtrise pas la technique en fait, du coup, de la plateforme. On n'est pas informaticien. Donc, après, on sait que la plateforme, voilà, c'est un outil. Donc, voilà, il y a toujours il est performant, cet outil. Mais voilà, il y a toujours aussi des choses qui sont à améliorer. Donc, après, on est à l'écoute, bien sûr, hein, de vos remarques, de vos demandes. Voilà. Après, il y a des choses qui vont être possibles, des choses qui ne seront peut-être pas possibles non plus. Donc, dans ces cas-là, je vous dis, vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant pour qu'on puisse trouver des solutions intelligentes de prendre contact directement avec nous par mail, par téléphone. Voilà, vous avez nos contacts. Tu avais d'autres questions, Zélie, sur d'autres sujets? il y avait une question sur s'il était prévu de simplifier ce volet EF du dossier. Je pense que ce n'est pas prévu pour le moment. Voilà, on sait qu'il est chronophage et compliqué, mais c'est pas nous qui avons la main, hein, je m'avance pas en disant ça. C'est pas Transition Pro Bretagne qui a la main sur les éléments demandés. Après, sur la simplification du dossier, clairement, c'est une plateforme nationale aujourd'hui, donc je ne suis pas sûr que le dossier il évolue comme ça du jour au lendemain. On travaille après pour faciliter du coup les choses et puis pour que voilà, ce soit simple pour tout le monde, pour les bénéficiaires. Donc il y a des évolutions qui sont. Donc on est à l'écoute si vous avez voilà, des suggestions, des choses comme ça. Après, tout n'est pas possible, comme je vous disais. Après, je vois le temps qui court et donc je voulais quand même ne pas oublier de remercier nos invités, Madame Elgui et Madame Pichard, parce que je sais que elles, comme beaucoup d'ailleurs, doivent avoir d'autres choses de prévues et on a un petit peu dépassé en fait le timing prévu. Donc, je voulais vous remercier, Madame Pichard, Madame Elgui. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.